Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio dans l'émission À demain vers demain. Voilà, l'émission qui est spécialement conçue pour les thérapeutes qui viennent un petit peu présenter leur travail. Là, je vous présente Catherine Lejeune. Alors, donc on va parler de radiesthésie, de Feng Shui, de domothérapie. Oui, sachant que la domothérapie regroupe effectivement l'application dans le cas d'une complémentarité de connaissances. Donc la domothérapie, sous ce terme-là, on va parler de géobiologie et de Feng Shui. Et dans le cadre et en supplément de ces deux sciences, une qui me semble à ce jour essentielle, c'est donc les émissions de forme ou les émissions d'ondes de forme. D'accord. Et on verra dans le cadre de la radiesthésie pourquoi j'ai choisi certains pendules, puisque ce sont des outils qui permettent de détecter ces ondes de forme, qu'elles soient positives ou moins positives pour nous-mêmes ou notre entourage. D'accord. Nickel. Voilà. Alors, comme la domothérapie regroupe la radiesthésie et le Feng Shui et la géobiologie, on va commencer par la radiesthésie alors. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il m'a semblé lire que tu utilisais deux sortes de pendules. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précise ou nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. J'ai choisi, en fait, aujourd'hui, je ne me sers, et j'enseigne d'ailleurs, que l'utilisation de ces deux pendules. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais après plusieurs années de pratique, j'en suis venue à adopter définitivement le pendule équatorial et le pendule égyptien. Donc, pour te dire, au niveau des pendules, oui, alors il y a plusieurs, disons qu'il y a plusieurs affinités. Quand on choisit un pendule, on va le choisir de par sa forme, on va le choisir également de par sa matière. Certains vont avoir plus d'affinité avec le bois que d'autres plus avec certaines pierres. C'est un choix personnel. En ce qui me concerne, j'ai une affinité particulière avec le bois. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve que le bois est peu sujet aux pollutions. Contrairement à d'autres qui, constitués en pierre, vont s'imprégner de l'environnement et vont garder la mémoire de ce avec quoi ou ce pourquoi on a travaillé auparavant. Donc le pendule équatorial a été mis au point par un radiesthésiste connu, un chercheur, monsieur Jean Delafoy, qui l'a mis au point suite aux travaux de messieurs de Belizal et Morel. Ou c'est celui qui a inventé le mot radiesthésiste? Oui, entre autres, oui. Voilà, donc c'est bien de celui-là qu'on parle. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est un grand monsieur qui a fait énormément avancer les choses et qui a mis au point, en collaboration avec d'autres personnes, dont de Belizal, le pendule universel. Qui est une sphère en bois sur laquelle on va trouver inscrites différentes couleurs, puisque en fait ils sont partis du principe que chaque couleur était, que chaque objet, qu'il soit animé ou inanimé, chaque personne émettait une vibration. Donc on part du principe que tout est vibration, et ils ont réussi via ce pendule, à reconnaître et à donner une couleur à ces vibrations-là. D'accord. Donc, on a donc ce pendule universel. Ils ont mis au point ce pendule qui est assez compliqué, on va dire, de manipulation, mais qui offre le mérite de répondre non seulement à la détection de couleurs que l'on va retrouver dans le spectre visible des couleurs, mais également dans le spectre invisible. Tout ce qui est noir, blanc, infrarouge, etc., ultraviolet. Donc c'est très intéressant de travailler, mais au niveau de la manipulation, il est assez complexe. Raison pour laquelle je me suis tournée vers le pendule équatorial que monsieur Delafoy a mis au point. Monsieur Jean Delafoy, pardon, je voudrais pas écorcher son nom. D'accord. Donc tu utilises deux pendules différents? Oui, parce que le pendule, alors il y a le pendule équatorial
qui dans sa présentation, si tu veux, pour faire simple, est une sphère en bois, une sphère de bois. D'accord. Et sur son équateur, donc, sont réparties toutes les couleurs du spectre visible et invisible. Donc cet équateur qui est donc se trouve au milieu de la sphère comporte une ceinture de cuivre avec un index coulissant et que l'on va déplacer sur les couleurs que l'on recherche. Donc l'avantage de ce pendule-là aussi, c'est que contrairement aux autres pendules qui nécessitent une convention mentale, celui-ci, au contraire, dans son utilisation, demande à ce que l'on fasse taire son mental. D'accord. Ce n'est pas nous qui allons reconnaître la vibration, c'est le pendule qui est une prolongation de nous-mêmes qui va le reconnaître. Je suis claire ? Oui, très clair. Moi, je voulais savoir si on utilisait des tables ou des choses comme ça pour justement par rapport aux couleurs. Alors, tu peux, dès lors que tu as un pendule du genre égyptien qui lui reconnaît cette couleur, si tu es sur un pendule actif émetteur-récepteur, oui, tout à fait, ou sur un pendule simple, tu pourras, via une table ou un disque, peu importe la relation des couleurs que l'on va trouver sur le disque indifférencié, donc ce pendule équatorial, on va retrouver du vert négatif, du noir, de l'infrarouge, du rouge, de l'orange, du jaune, du vert positif, du bleu, de l'indigo, etc. Et une fois que l'on a reconnu la couleur, on va se reporter donc à leur signification. Alors, on va pas passer en revue toutes les couleurs parce qu'on n'aura pas le temps ce soir. Non, non. Mais on va parler, par exemple, d'une couleur qui est la plus négative en soi, c'est du vert négatif électrique. Le vert négatif électrique, c'est une émission, une émission qui est, je crois, la plus sournoise que l'on puisse rencontrer. D'autant plus si elle est associée au noir électrique. Donc ce soir, je pourrais parler de ce vert électrique négatif et de ce noir électrique. C'est un vert genre vert bouteille ou quelque chose comme ça? Non, alors attention, nous parlons de vibration. Oui. On n'est plus dans le spectre visible des couleurs. D'accord. Nous sommes, voilà, on est dans une vibration, dans une onde que le pendule va reconnaître. Ok, d'accord. Et donc cette vibration va correspondre à la couleur verte, tout simplement. Voilà. Négative. C'est ça. Si par exemple je veux connaître l'identité vibratoire d'une pièce, là où d'autres, par exemple avec un pendule normal, vont sortir leur cadran et demander le taux, s'ils se servent de l'échelle de Bovis par exemple, ils vont demander le taux vibratoire de la pièce. D'accord. On va leur donner une échelle de valeur en fonction du camembert qu'ils ont sous les yeux. Ça peut être en positif ou en négatif. Si moi je passe par ce biais-là, par exemple, que je demande l'identité vibratoire ou le taux vibratoire de la pièce, si je suis en positif, je vais aller pour identifier ce qui émane de la pièce, je vais avec mon pendule équatorial me coulisser donc le curseur sur le pendule. Par exemple, sur le rouge, je vais mettre sur du rouge magnétique dès lors que je suis en unité Bovis en positif. Si le pendule ne bouge pas, c'est qu'il ne reconnaît pas cette vibration-là. Si je le mets, par exemple, sur du vert positif, en magnétique, là, c'est que c'est tout bon pour la personne. Je suis claire ? Oui, mais alors comment tu fais? Tu te promènes avec ton cadran, on va dire, et ton pendule dans toutes les pièces? Oui, on peut dire ça, effectivement. Notre corps est également une antenne réceptrice et émettrice. Oui. Donc notre corps, quand on est dans un environnement quel qu'il soit, va ressentir des vibrations positives ou négatives. Quand je vais rentrer dans une pièce ou quand je vais faire tout simplement la recherche sur plan, c'est peut-être possible, oui. Je vais me servir par exemple d'un doigt antenne. Donc en l'occurrence, pour moi, ça peut être l'index, je suis droitière, donc je tiens mon pendule de la main droite. Je vais pointer par exemple mon index gauche, donc je vais balayer la pièce en fait. Balayer la pièce, les murs, le sol, le plafond, etc. Et mon pendule, en fonction de la couleur sur laquelle je serai connectée, on va dire, ou branchée, va répondre ou ne pas répondre. Par exemple,
avec le pendule équatorial, si je rentre dans une pièce en l'ayant mis sur du noir électrique, ce qui est relativement négatif, c'est une émission redoutable. On peut la trouver, par exemple, on peut détecter tout ce qui est électromagnétique, donc tout ce qui est d'origine Wi-Fi et autres, ou problème électrique. Donc avec le noir électrique, avec mon pendule équatorial, dans une pièce, je vais te dire, bah tiens, la Wi-Fi est là, ou il y a un problème sur telle prise électrique, etc. Ça peut être, si on est sur des lieux relativement anciens, qui sont porteurs malheureusement de mémoire, sur du noir électrique, je vais pouvoir détecter, associé au V- électrique dont on a parlé tout à l'heure, je vais détecter par exemple des forces occultes ou des mémoires des lieux, d'autres nuisances de ce type-là, hein, c'est-à-dire de tout ce qui touche au paranormal par exemple. D'accord. On va rappeler quand même aux auditeurs qui peuvent poser leurs questions depuis le chat, hein, parce que l'émission est en direct. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'ai choisi le pendule équatorial. J'ai commencé comme tout le monde avec mon pendule, mes camemberts, etc. Et lorsque je faisais des études sur plan, au sur-site, il me fallait vraiment arpenter toutes les pièces, les jardins, etc. Donc ça prenait un temps relativement long, important. Oui. Avec le pendule équatorial, il me suffit, donc je vais d'abord essayer de détecter la nuisance. Pour détecter la nuisance, je vais donc de suite mettre mon pendule équatorial et chercher les couleurs en électrique, qui pour ceux qui se servent du pendule normal, hein, correspond à tout ce qui est en unité bovis négatif. D'accord. Donc ça va me permettre de gagner un temps fou, parce que grâce à mon doigt antenne, par exemple, ou mon propre corps, je vais non seulement détecter la négativité, mais en fonction de la couleur qui vibrera en électrique, donc en négatif, je vais pouvoir identifier la cause et donner, arrêter un profil de cette nocivité. Dire par exemple c'est une faille, ou c'est un problème d'eau stagnante, ou c'est un volume bouché, un puits. En tout cas, je vais de suite détecter le rupture de force, le rupture de champ de force. D'accord. Ben, après, imaginons que tu es reconnu ce vert négatif. Ben, j'imagine qu'une fois qu'on a le résultat, il faut chercher la cause aussi. Donc le pendule va te donner la cause, et de là, comment rééquilibres-tu le tout, quoi, en fait? Ouais, c'est une très bonne question. C'est au cas par cas. Si tu veux, le vert négatif électrique va nous donner donc un degré de nocivité. D'accord ? Oui. Mais comme je te l'ai dit, cette nocivité provient d'une rupture de force ou de champ de force, mais qui peut aussi bien être, par exemple, le passage d'un cours d'eau souterraine, d'une faille, ou en plus, comme c'est le vert électrique négatif est une onde porteuse, il faut savoir que sur cette onde porteuse cheminent des ondes portées, du genre des vibrations d'eau souillée, égouts, failles, radioactivité, etc. Donc le vert électrique va nous permettre d'identifier cette nocivité. Ensuite, il va nous falloir, bien entendu, identifier la multiplicité de l'origine, parce qu'il peut y avoir plusieurs origines à un problème. Bah, tout à fait, oui. Donc c'est là que le pendule égyptien que j'ai choisi intervient, puisque je vais ensuite, non plus étant dans le lâcher-prise avec le pendule équatorial, là je vais prendre mon pendule égyptien avec lequel je vais travailler en précisant et en totale communion, puisque je vais utiliser tout simplement une convention mentale. Alors soit je vais poser directement les questions en fonction de mon ressenti, et en fonction de l'environnement que j'aurai étudié, puisqu'il peut y avoir plusieurs facteurs, soit je vais prendre, comme tout un chacun, tout simplement des planches sous forme de camembert ou de cercle, ou des propres outils que j'ai fabriqués moi-même. Oui, justement, à ce propos, moi j'aurais voulu savoir si, imaginons que quelqu'un n'est pas du tout, parce que je vois Kata qui met dans le chat qu'elle n'aime pas le pendule, est-ce qu'on peut se servir d'autres ustensiles ou carrément avec sa main pour savoir si le lieu est propice ou pas?
Ah, tout à fait. Le pendule n'est qu'un outil, ce n'est qu'une prolongation de nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, le corps, lui, va reconnaître les nocivités. Tu rentres dans un endroit, tu vas de suite sentir, hein, sans identifier, mais tu vas te dire, ah ben là, je me sens bien, ou là, tiens, il y a quelque chose qui m'embête, qui me dérange, au bout d'une heure, 2 heures, tu vas pas tenir en place et tu n'auras qu'une pensée, c'est t'enfuir. Tout à fait. Donc le corps, lui, il reconnaît. Alors le corps, le physique va donc reconnaître la nocivité ou pas. Le mental, le cerveau, lui, ne va pas la reconnaître. C'est là que va intervenir le pendule. Alors, oui, on peut forcément se passer du pendule. Tu peux utiliser des baguettes. Comme les baguettes de sourcier en V, tu peux utiliser des Radmaster, c'est-à-dire les baguettes parallèles, ou tu peux utiliser ton propre corps et tes mains. Tout à fait. Pour ce faire, c'est relativement simple. Tu poses une convention avec toi-même. Par exemple, moi, quand je sens de l'eau, j'ai le corps qui tangue. Donc, j'ai passé une convention avec mon propre corps et mes petites cellules. Et je leur ai dit, ben ok les filles, donc là je suis sur un cours d'eau, montrez-moi d'où vient le cours d'eau, le sens du courant d'eau. Et selon si j'ai le courant d'eau, si l'eau vient en face de moi et que j'ai le corps qui bascule en arrière, ah ben, j'ai un indicateur. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Voilà, si par contre l'eau vient de derrière moi, mon corps va pencher en avant. Donc, voilà, ça c'est une des conventions. Avec ton corps, tu peux faire exactement la même chose qu'avec un outil. On en plaisantait avec une amie l'autre jour. Hein. Elle me disait, j'ai testé, parce qu'elle avait découvert le pendule égyptien, etc. Elle me dit, j'ai testé en grande surface les vins pour savoir quel bon vin je devais ramener à la maison. Mais oui. Mais elle me dit, tu sais, au final, c'est pas très discret. Ben, je lui ai dit non. Donc j'ai dit, mais dans ce cas, pose une convention avec ton corps. Tu te mets devant une bouteille tu te connectes avec la bouteille et tu demandes à ton corps, ta convention c'est ce vin est bon pour moi, mon corps est attiré vers lui et je bascule vers lui. Ce vin n'est pas bon pour moi ou bon pour les personnes, hein, peu importe, ou tout simplement c'est pas un bon millésime. À ce moment-là, le corps tu vas tanguer vers l'arrière, tu vas sentir que tu tangues vers l'arrière, comme si tu tombais un peu. Donc c'est ta convention, tu avances vers la bouteille, elle est bonne pour toi, c'est du bon vin. C'est pour un radiesthésiste sa convention qui est sa convention d'harmonie. Alors soit qui tourne à droite, soit à gauche en fonction de comment il travaille avec son pendule. Oui. Et la convention non avec son propre corps, par exemple, c'est quand on ressent comme un recul. Alors je vais aller encore un petit peu plus loin, Catherine. Quelqu'un qui veut n'utiliser que rien du tout, simplement que son intuition ou son ressenti. Est-ce qu'une personne peut avoir ce ressenti-là et juste à travers le ressenti, sans outils, sans pendule, sans baguette, sans rien, quoi, en fait, est-ce que ça peut fonctionner aussi? Oui. Alors ça, c'est... Oui. Alors, je sais que c'est pas donné à tout le monde, j'imagine. Tu peux utiliser les mains, par exemple. Et là, donc, on peut... Alors là, ça introduit la notion de souffle et de contre-souffle. J'ai dit tout à l'heure que... Ah oui, alors là, ça veut dire aussi qu'on aborde la polarité. Alors, la notion de souffle et de contre-souffle, c'est quoi? Tout a un sens, d'accord? Quand un arbre pousse, il pousse vers le haut. Oui. D'accord? Quand on coupe un tronc d'arbre, donc ça veut dire que l'arbre qui pousse vers le haut, sa racine va donc tendre vers le cosmos. Et en termes de polarité, le cosmos, on dit qu'il est plus positif. Et que le sol, la terre, est donc par voie de conséquence moins négative. Et l'arbre, tout comme nous, êtres humains, nous sommes entre deux. Donc on va dire qu'on a le sommet de la tête qui est plus vers le cosmos, donc plus, et les pieds, donc plus vers la terre, donc moins, sauf si vous marchez sur les mains, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est pas une blague, parce que la polarité des personnes change selon si elles sont en position allongée ou debout.
Donc, pour reprendre cette notion de souffle et de contre-souffle, l'arbre pousse vers le haut. Donc, on va dire qu'il a une polarité, un côté plus au niveau de la racine, un côté, au niveau de sa tête. Aide-moi. Alors là, moi, je veux bien qu'on reparte sur le pendule, si tu veux bien. Oui, non, mais j'explique. Enfin, là, tu demandais par rapport à une convention sans Oui, outil. par rapport à, en fait, si on n'utilise rien du tout, quoi, tout simplement que son esprit, son intuition, son ressenti. Alors, je dirais dans l'absolu, oui, mais forcément, il faut que ça se traduise par quelque chose. On sait tous intuitivement si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous. Moi personnellement, si pour certains ressentis, pour pouvoir détecter certains ressentis, je vais utiliser mes mains. Uniquement avec le mental, les bras croisés, ça je sais pas faire. Certainement que certaines personnes sont capables de le faire, oui. Oui, parce que j'ai un ami qui va sans rien du tout et il est capable de trouver une source et de dire c'est à tant et tant de mètres de profondeur, comme ça, et il se trompe pas à 1 ou 2 mètres, il a raison, quoi. Oui, ben, il doit avoir des flashs ou il doit avoir des J'imagine, images. oui. Ça se traduit par quelque chose dans son mental de toute façon. Voilà. Alors il y a pas mal de questions dans le chat, si tu veux bien. Oui. Après, on fera une petite pause musicale. Alors, il y a Jean-Pi. Comment calibrer, initialiser son pendule comme la longueur de la chaîne, par exemple? Ah, ben très bien. Ah, j'attendais cette question parce que j'avais prévu une trame, mais comme c'est un échange, alors je remercie. Alors, ben, c'est C'est Jean-Pi. relativement simple. Alors, c'est surtout, je pense, cette question se réfère à la radiesthésie médicale. Il ne précise pas? Non. Non, il précise pas. Il demande simplement comment calibrer ou initialiser le pendule, quoi. Alors, c'est très simple. Si, par exemple, on travaille sur une photo, si c'est une photo de personne, par exemple, j'ai dit que tout à l'heure, tout était vibration et chaque objet, animé ou inanimé, a sa propre vibration. Si on veut travailler sur la personne et qu'on n'a pas, par exemple, son nom, prénom, sa date de naissance, etc., Oui. on va tout simplement prendre la ficelle de son pendule à la base du haut du pendule, entre l'index et le pouce, Oui. au-dessus de la photo. Puisque là, on va être dans un rayonnement, la photo va rayonner l'identité vibratoire de la personne dans le sens vertical. Ok? Donc le pendule au-dessus de la photo, et on va tout simplement demander, je désire me rendre sensible ou reconnaître l'identité vibratoire de cette personne. Et à ce moment-là, on va laisser glisser tout doucement la ficelle de son pendule entre son index et son pouce. Et à un moment donné, quand on sera sur la bonne longueur d'onde, eh bien le pendule va osciller dans le sens de l'harmonie de la personne, c'est-à-dire de l'opérateur. Si sa convention d'harmonisation, c'est-à-dire le plus, le oui, est pour lui à droite, eh bien dès l'instant où il sera sur la bonne longueur d'onde, le pendule va se mettre à osciller vers la droite. D'accord. Et là, alors ça c'est une façon de travailler extraordinaire, tu ne peux pas te planter. Dès lors qu'après tu gardes ta longueur de pendule entre ton pouce et ton index et que tu travailles à côté sur des planches, dès lors que tu gardes cette longueur d'onde qui est cette identité vibratoire de la personne et que tu vas après demander au-dessus de tes planches à reconnaître les disharmonies que rencontre cette personne, le pendule va aller droit à l'essentiel et il va avoir une réactivité assez extraordinaire. D'accord. Donc ça, par contre, on peut le faire avec tout type de pendule, que ce soit un pendule neutre ou un pendule actif, voilà, qui soit émetteur, récepteur, peu importe le type de pendule que tu as en ta possession, dès lors que tu calibres et que tu as mis cette intention-là d'être dans l'identification de l'identité vibratoire de la personne, tes recherches vont être rapides et précises. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions de la part de Marina Chonchon, sur le chat. Alors, y a-t-il des précautions à prendre pour utiliser le pendule équatorial? Et a-t-on besoin d'une formation? Et si oui, pourquoi? Oui. Comme j'ai expliqué, on s'est arrêté sur le V- électrique et le noir électrique.
Ce sont des émissions extrêmement sournoises. Il faut savoir que messieurs de Bélisal, Morel en sont morts quand même à étudier ces vibrations-là et à travailler avec. Ce sont des vibrations que l'on retrouve au tiers de la pyramide de Khéops. Donc elles sont émettrices. Quand on utilise le pendule équatorial, il est évident qu'il faut passer par une formation. Je ne vends pas de pendule équatorial, sachant que je passe directement par le fabricant qui a été mon maître en l'occurrence, Christian Plantec. C'est lui qui m'a formé au pendule, qui m'a initié. Et même aujourd'hui, quand on me demande d'acheter un pendule équatorial, je me refuse à le vendre si la personne ne s'engage pas à faire ne serait-ce que 2 journées de formation. Les précautions à prendre, elles sont là. On est bien d'accord qu'on va reconnaître le pendule, quoi qu'il en soit, reconnaît des vibrations. Il est le prolongement de notre corps qui lui-même reconnaît les vibrations. Si ton pendule y vire, il réagit au V- électrique ou au noir électrique, ça veut dire que toi-même, tu es exposé à ces vibrations-là. C'est pour cela que quand on fait des recherches sur plan, par exemple en géobiologie, tu peux te fatiguer assez vite si tu n'as pas pris certaines précautions, c'est-à-dire te reposer. Voilà. Donc oui, pour le pendule équatorial, la formation au moins de 2 jours est obligatoire. Et après, derrière ça, il est évident qu'il faut faire montre d'une curiosité intellectuelle pour peaufiner les choses. Entre la théorie et la pratique, il y a vraiment tout un monde. Donc le pendule équatorial n'est pas anodin. D'accord. Alors il y a Ludie qui pose cette question là. Pourquoi à un certain moment le pendule ne répond pas? Alors un pendule peut ne pas répondre tout simplement parce qu'on pose mal la question. Dans la radiesthésie mentale, donc qui utilise toutes sortes de pendules, excepté le pendule équatorial ou universel, puisque ce sont des pendules qui n'utilisent pas de convention mentale. Dès lors qu'on est dans cette utilisation-là, il faut être extrêmement précis dans son questionnement. Si on a mal posé la question, qu'on est dans la négation, il ne pourra pas répondre. Par exemple, je sais pas, comme exemple, on ne va pas, voilà, on a un doute, on a des petits malaises, etc. On va pas prendre son pendule, ou si un ami vient nous voir et nous dit, est-ce que tu pourrais vérifier si je suis énergétiquement correcte? On va pas demander à son pendule, est-ce que un tel est en bonne santé, ou est-ce qu'un tel est malade? Oui. Quand on va utiliser le pendule, il va toujours falloir passer par des affirmations. Donc c'est pas est-ce que un tel est malade ou non, c'est est-il en bonne santé? Enfin voilà, il est en bonne santé, oui, non. Donc en ce qui concerne la maison, tu vas dire est-ce que cette maison est saine, oui ou non? C'est ça. Ou est-ce que cette pièce est saine, ou est-ce que cet endroit est sain? Voilà. En fait, j'imagine que c'est ce genre de questions que tu dois poser. Oui, tout à fait. Oui, enfin, moi je passe par notamment la notion de polarité qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. On va peut-être laisser un petit peu tomber le pendule, Catherine, pour avancer un petit peu sur le feng shui. Il y a une notion sur laquelle je souhaiterais impérativement revenir parce que c'est une notion qui va servir non seulement aux radiesthésistes, mais qui va également servir en géobiologie, en feng shui et en plein de choses pour l'eau, pour dynamiser l'eau, entre autres, pour s'assurer qu'un objet ne s'imprègne pas. Enfin bref, c'est la notion de polarité. J'ai expliqué tout à l'heure que tout ce qui venait du cosmos était positif, de la Terre était négatif, et que l'homme donc était entre deux et subissait l'influence de ces deux énergies-là. C'est en fait comme une pile, hein, il y a un plus et un moins, et entre les deux, le courant passe. J'ai remarqué dans ma pratique, puisqu'avant d'en arriver aux soins à l'habitat, je suis passée par les soins à l'habitant, donc à la personne, et je me trouvais face à des personnes différentes personnes présentant des pathologies communes, par exemple, sur lesquelles j'appliquais quasiment les mêmes soins, même si c'est jamais toujours pareil parce que personnalisé.
Et lors d'un retour, parce que je demande toujours un retour à la fin du 3e jour, au début du 4e jour, Oui. lors du retour, certaines me disaient ah bah c'est tip top, tout est fini, et d'autres me disaient bah non, c'est revenu, les douleurs sont revenues, etc. Et à la question, aux questions, est-ce que vous avez vu auparavant un ostéopathe, un médecin, un acupuncteur, enfin peu importe, la question était oui, ça n'a jamais été efficace, à chaque fois ça retombait, c'était comme vous, ça tenait que 2-3 jours. Donc je m'étais posé la question et j'ai remarqué, donc ça c'est le fruit de plusieurs années d'expérience, que quand la polarité de la personne est inversée, les soins ne tiennent pas. C'est-à-dire en clair qu'on a beau aller voir le meilleur thérapeute du monde, quoi que vous fassiez comme soin, si la polarité de la personne est inversée, ça ne tient pas. Un peu comme les pôles d'aimants identiques qui se repoussent, si tu veux, ben, l'information, l'énergie, ça ne passe pas. Donc, si j'ai bien un conseil à donner aux personnes, c'est avant tout soin ou avant toute chose, quoi qu'elle fasse, c'est de vérifier la polarité. Partant de ce principe, c'est de se dire qu'une femme, on va dire, est polarisée globalement négativement parlant et un homme positivement. Je précise, j'ouvre une parenthèse, je ne parle pas des polarités que l'on rencontre en magnétisme. Je parle bien du plus en haut et du moins en bas. Okay, d'accord. Donc une femme est polarisée négativement. Si vous lui faites un soin et qu'elle est au départ polarisée positivement, le soin ne tiendra pas. Donc il faudra s'assurer, avant de faire un soin, que la personne est bien polarisée. Donc ça, c'est la première chose pour les personnes. C'est valable aussi pour les animaux, c'est valable également pour les végétaux et bien sûr pour les matériaux. C'est là que j'en viens à la domothérapie ou à la géobiologie et au feng shui. Quand je parlais des pôles de deux aimants, on sait que deux polarités identiques se repoussent. Si on veut avoir une circulation énergétique ou que les deux aimants se rejoignent, il faut qu'ils soient de polarité inversée, un plus et un moins. D'accord ? Pour les bâtiments, c'est pareil. Quand on rencontre un incident ou des incidences d'ordre géobiologique, la première chose à laquelle on doit s'assurer, c'est que le bâtiment lui-même est bien polarisé. Pour ce faire, on va donc... alors, il y a le monsieur qui a posé la question tout à l'heure de comment régler son pendule. Donc, première précaution, on peut donc... avec son pendule, faire glisser la ficelle entre son pouce et son index en demandant de reconnaître l'onde que génère le bâtiment. Et ensuite, on se projette et on met sa main gauche, si on est droitier, qu'on tient donc le pendule à droite, on met la main au-dessus du toit de l'immeuble ou de la maison et on demande la polarité. Oui. Et on fait la même chose, on inverse sa main, paume vers le haut pour vérifier la polarité du sol. Si on trouve du moins en haut et du plus en bas au niveau du sol, c'est que la polarité de la maison ou du bâtiment est inversée. Ça veut dire qu'il peut y avoir un problème de matériaux, de construction. Et souvent, ça dénote effectivement des problèmes d'ordre géobiologique. D'accord. C'est valable pour ça, c'est valable aussi pour l'eau, pour un vin. Tu ouvres ta bouteille, il est censé être bon, il n'est pas bon. Tu sors ton pendule, ou pour la jeune femme de tout à l'heure, elle vérifie avec sa main ou son mental, peu importe sa convention, elle vérifie la polarité de la bouteille. Et on trouve une polarité inversée, c'est-à-dire un moins au niveau du goulot et un plus au niveau du cul de la bouteille. Eh bien, on va repolariser la bouteille. On va demander à ce qu'elle se repolarise, ou à ce qu'elle se réharmonise. Et donc, il va y avoir de nouveau un échange cosmotellurique qui va passer par cette bouteille et la connexion va se faire. Il va falloir attendre quelques secondes, voire quelques minutes, vous regoutez votre vin et vous verrez qu'il aura de nouveau la saveur qu'il aurait dû avoir. Parce que c'est une question de cellules, c'est une question d'information, c'est une question d'énergie qui passe ou qui ne passe pas. Idem pour de l'eau. Vous voulez dynamiser votre eau, dynamiser une eau qui est mal polarisée, ça va durer quelques secondes. Parce qu'on sera dans le domaine physique et non pas subtil. Vérifiez la polarité de votre bouteille d'eau et vous verrez que ça se passera très bien.
le goût de l'eau changera. Donc c'est une notion qui est très importante, voilà, sur laquelle je voulais m'arrêter quelques secondes pour les auditeurs et les auditrices. Voilà, on va passer maintenant un petit peu au Feng Shui. Alors, le Feng Shui. Alors, dans quoi il intervient, quoi, en fait, ce Feng Shui? D'ailleurs, il y a une question de Marina, toujours Feng Shui égale, quel est, donc c'est la question qui concerne le Feng Shui, quel est l'équilibre juste pour la personne? Dans quel état d'esprit être pour ne pas induire notre point de vue et mieux respecter la personne? Ah, alors ça, c'est le secret du Feng Shui. C'est le secret du Feng Shui. En géobiologie, on va étudier la circulation énergétique, cosmique et tellurique, donc au-dessus et au-dessous de la personne. Et j'ai expliqué que l'humain était entre deux, y compris son habitation. Donc avec le Feng Shui, on vient en complément de la géobiologie parce que là, on va étudier l'énergie qui circule en surface, sur le sol, c'est-à-dire le bain dans lequel va baigner les personnes au quotidien. De leur maison. Faire de la géobiologie sans Feng Shui, c'est pas grave. Faire du Feng Shui sans géobiologie, c'est une aberration. C'est une aberration. Alors, comme j'ai expliqué, en Feng Shui, pour répondre à Marina, on va s'attacher non pas à la façon dont nous, intervenants, on va percevoir les choses, mais on va s'attacher au travers d'un questionnement au comment la personne vit-elle les choses. Si par exemple elle a un objet qui nous personnellement nous rebute, on trouve ça hyper moche, etc. Alors déjà, il faut surtout pas être dans le jugement, on est totalement neutre. On va lui poser la question, qu'est-ce que représente cet objet pour vous? Alors, t'en as qui vont te dire, oh, alors celui-là, c'est ma belle-mère qui me l'a offert, c'est tout le temps la bataille avec mon mari, je veux le retirer, lui il veut le laisser, etc. Et on va s'apercevoir que une des problématiques pour laquelle la personne nous fait intervenir, peut se situer au travers de cet objet. En tout cas, cet objet peut représenter une des problématiques. Si le mari vit très bien l'objet, ok. Si la femme, elle le vit très mal, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire en Feng Shui? On va, grâce à une notion de secteur, on va s'attacher à déplacer l'objet dans le secteur de monsieur. D'accord. Voilà, si tu veux, en Feng Shui, il y a on va tenir compte des directions cardinales et diagonales, donc les points cardinaux nord, sud, est, ouest. Et ça donne des secteurs, quoi, en fait. Pardon? Ça donne les secteurs pour le secteur pour manger, le secteur pour dormir, le secteur pour... Voilà, par exemple, moi en tant que thérapeute soin à la personne, si je détecte un problème géobiologique sur la personne, éventuellement je peux être amenée à me déplacer. Et qu'est-ce que je vais regarder? En Feng Shui, je vais aller regarder le secteur est de sa maison qui représente la santé, la vitalité et la famille. D'accord. Si une personne me consulte en Feng Shui et me dit, ben voilà, dans ce moment, c'est à couteau tiré avec les enfants, avec le mari, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Je vais aller voir le secteur est de la maison et je vais voir ce qui représente la famille ou pas. Parce qu'on va avoir cette notion d'excès ou de manque. Tu comprends? Oui, tout à fait. Si par exemple la personne au contraire vient me consulter pour un problème de prospérité, de richesse, une commerçante qui me dit je comprends pas mon commerce, ça marche pas, etc. Je vais de par la problématique pour laquelle elle m'a fait venir, je vais par ordre de priorité parce que je ne vais pas faire que ça, mais je vais aller voir le secteur réputation, célébrité, prospérité, richesse. Mmh. Je vais aller voir, par exemple, pour la commerçante, le secteur sud qui représente la réputation, la célébrité, en ce sens que c'est la vitrine. Et puis, je vais aller voir le côté prospérité, richesse, donc le côté sud-est, pour voir qu'est-ce qui traduit dans ce secteur-là le manque d'argent. Tu vois, par exemple. D'accord. J'ai dernièrement, alors c'est assez parlant, j'ai dernièrement été appelée pour un bilan géobiologique dans un élevage de vaches où il y a de la mortalité inexpliquée. Et il y a des conflits au sein de la famille
C'est-à-dire que le second fils a pris les rênes, donc c'est lui qui est aux commandes de tout, et le fils aîné a été complètement squeezé. Et aujourd'hui, il souhaiterait s'investir dans l'exploitation, mais de par la place qu'a pris le second fils, si tu veux, il ne trouve pas sa place. Lorsque je suis allée sur place, j'ai pris des photos, etc. Et j'ai regardé également la forme du bâtiment. En allant sur Géoportail, j'ai tiré des photos du dessus du bâtiment de l'exploitation. Il faut savoir que la place du fils aîné dans une fratrie, enfin dans la famille, sa place, son secteur, on va dire, est le secteur Est. Et comme par hasard, de par la configuration des lieux, la forme du bâtiment, il y avait au niveau de la toiture du bâtiment un manque qui correspondait, qui se situait exactement au secteur Est. C'est-à-dire que le fils aîné ne peut pas aujourd'hui trouver et prendre sa place dans l'exploitation puisque son secteur dans l'exploitation même est manquant. Donc mon travail en Feng Shui va consister à travailler les énergies, les émissions de forme et à créer ce secteur, à recréer ce secteur manquant pour donner symboliquement sa place au fils aîné et l'intégrer dans l'exploitation. Je suis claire ? Tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce que dit Paola. Elle dit comme ça, le Feng Shui, c'est harmoniser les vibrations dans une maison. Dans une maison, dans une exploitation, dans un commerce, dans un n'importe quel lieu, en fait. Dans un bureau, n'importe où. Oui. Donc ça revient à ça, vu que il n'y a pas de secteur Est pour le fils aîné, donc tu vas le créer de façon à ce que tout soit réharmonisé. Oui, et puis alors ce qui est fabuleux quand même, c'est que le secteur Est, il ne faut pas l'oublier, est aussi le secteur de la santé et de la vitalité. C'est-à-dire en portant une attention particulière à ce secteur-là, je peux trouver un début de résolution de la problématique, à savoir la mortalité des vaches. Si tu veux, tout se rejoint. Quand je suis allée visiter une maison, à peine rentrée, je regarde la femme et je lui dis ça va bien chez vous, ça se passe bien entre vous et vos enfants, votre mari, sachant qu'elle a 4 gars à la maison à gérer, donc c'est pas évident. Et je lui dis c'est pas un peu tendu? Elle me dit si, pourquoi? Et je lui dis vous faites pas le poids face à eux? Non. Et je lui dis vous sentez pas un peu malaxé, un peu? Ah, elle me dit si. Mais elle me dit mais comment vous savez tout ça? Je lui dis je vous rassure, je suis pas devin, n'est-ce pas? Ça c'était mon petit clin d'œil à toi, Jeff. Oui. Je ne suis pas voyante. Je dis mais le Feng Shui c'est quoi? Je suis arrivée dans leur maison. T'as la porte à gauche de la porte d'entrée, t'as une grande baie vitrée derrière laquelle, à l'intérieur, tu as la table à manger. Et juste devant la porte d'entrée, suspendu à une véranda en bois, tu as un grand punching ball. Ça veut dire que toute l'énergie qui rentrait dans la maison était une énergie de guéguerre, quoi, de je me défoule. Donc forcément, cela générait une ambiance plutôt tendue à la maison. Comment j'ai su qu'il y avait une tension, qu'elle ne faisait pas le poids face à ces gars? Je regarde une photo qui était dans son salon. Il y avait la photo de toute la famille. De gauche à droite, tu avais le mari, les enfants, et à droite, madame. Et en fait, la photo était de travers, c'est-à-dire que le mari et les enfants étaient en bas, c'est-à-dire qu'ils pesaient plus lourd qu'elle dans la maison. Je lui ai demandé de redresser le tableau. Ça, c'est un remède Feng Shui. Et comment j'ai su qu'elle était complètement malaxée et retournée à chaque fois? Eh bien, figure-toi que le mari, alors c'est bête, mais c'est énergétique. On est dans le subtil, il ne faut pas l'oublier. Dans le foyer de la cheminée, donc je dis bien le foyer de la cheminée, il y avait un carton d'un robot tu sais, pour malaxer la soupe, là, Oui, un robot Marie. Oui, figure-toi que le carton était dans la cheminée qui représente le foyer. Et donc, forcément, toute cette pauvre femme, rien que ces 3 choses, en quelques secondes, eh bien, je lui ai fait enlever la photo du robot de la cheminée, j'ai fait redresser la photo, j'ai fait enlever le punching ball, et voilà. Voilà, ça, ce sont des remèdes Feng Shui. En Feng Shui, on est dans le psychisme des gens. Et quand tu as une problématique que tu identifies dans un foyer ou dans un bureau ou un commerce, etc., il faut savoir que la solution, elle est sur place.
s'il y a un problème d'argent, je vais pas faire acheter aux gens un gros crapaud donc oriental, un crapaud chinois, en leur disant il faut le mettre dans le secteur richesse, etc. Ou je vais pas leur faire acheter des pièces japonaises ou ce que tu veux. Non, je vais chercher chez la personne la résolution à la problématique. Une fois, un commerçant, je lui ai simplement fait mettre, tiens-toi bien, une pièce de 2 € sous le paillasson de l'entrée. Tiens, il y a une bonne question, Catherine, il y a une bonne question de la part de Paola. Avez-vous des plantes qui favorisent l'équilibre des énergies? Alors, il peut, dans l'absolu, si on ouvre un bouquin de Feng Shui, on va vous dire telle et telle plante est bien, est favorable, telle autre est défavorable, etc. Alors c'est là que moi je sors mon pendule équatorial et que je vais demander d'abord, avant de conseiller à la personne telle ou telle plante, je vais demander à la personne si elle aime, quel type de plante elle aime déjà. Ensuite, si je dois positionner une plante, je vais regarder si ça ne gêne pas la circulation énergétique à l'intérieur du lieu d'habitation de la personne. Oui. Et enfin, avec mon pendule équatorial, je vais m'assurer, que je ne mets pas la plante, par exemple, si c'est pour la prospérité, que je ne la mets pas sur un nœud géopathogène, et m'assurer qu'elle vibre, qu'elle est bien dans les bonnes vibrations, qu'elle vibre en magnétique et pas en électrique. D'accord. On ne peut pas dire... Si tu veux, il y a encore une fois la théorie, la pratique. On va dire que dans l'absolu, voilà, on part du principe que telle et telle plante peut être bonne. Oui, certainement. Mais la question est-ce que cette plante est bonne pour cette personne, dans cette maison, dans ce foyer et pour les habitants de ce foyer? Il y a Nizou qui me fait rire parce qu'elle met comme ça dans le chat. Moi, je dors à côté d'un cactus. Ben, j'aimerais pas être ses fesses, en fait. Hein. Parce qu'à mon avis, ça doit piquer. Oui, voilà. Dans le salon. En plus, elle dort dans le salon, apparemment. Oui, mais si elle le vit bien. Encore une fois, c'est pas... Il y a un principe. Il y en a qui vont te dire un cactus, c'est piquant, parce ce qu'ils vont voir, c'est un cactus piquant. Ben mais oui. si elle, quand elle regarde son cactus, elle le regarde avec amour. L'information qui va passer, c'est de l'amour. C'est encore une fois la façon dont la personne le vit. D'accord. C'est là qu'est la subtilité du Feng Shui. Je pourrais te citer des cas pratiques où, une fois, je suis rentrée dans une maison, c'était sur Marseille. Alors, la propriétaire de la maison est une femme haute en couleur, dynamique, souriante, elle est pétante. Et j'arrive chez elle, et en fait, alors qu'une personne était passée faire du Feng Shui, et tous ces meubles étaient tous gris. Tous les objets sur lesquels qu'elle regardait avec amour, la personne qui a fait du Feng Shui lui a fait mettre au sous-sol, parce que c'était soi-disant pas Feng Shui. Et donc, en fait, depuis que la personne était intervenue en Feng Shui, eh bien, cette personne-là était elle piquait du nez, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on était... Alors, en Feng Shui, on aborde la notion des 5 éléments qu'on va retrouver également en médecine traditionnelle chinoise, etc. Et chaque élément, donc que sont le bois, le feu, la terre, le métal, ou dans certaines croyances, le métal peut être remplacé par l'air, et enfin l'eau. Si tu veux, chaque élément est porteur, donc représente un secteur et est porteur de choses, de formes, de ci, de là, d'émanations, de vibrations, etc. Et cette personne... suite à cette intervention Feng Shui, ne vivait que dans du métal. Le métal, c'est les poumons, et le métal, en termes d'émotion, c'est la tristesse. Donc, pour une femme haute en couleur, qui avait besoin de ce dynamisme-là, de vivre avec ces couleurs-là, elle s'est retrouvée avec une couleur grise, un élément métal qui l'a bouffé tout simplement, petit à petit. C'est comme si elle rouillait, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, il a fallu réintervenir en Feng Shui et lui trouver des couleurs qui lui correspondaient. Voilà. Et j'ai une petite question de la part de Sophie. Alors, est-il vrai que les tableaux ou des figurines, en fait, parce que ça concerne aussi les figurines, avec une personne seule, sont déconseillés pour les célibataires voulant trouver un conjoint ou une conjointe?
Ah, alors là, en termes de feng shui, hein. oui, non, mais il n'y a pas que ça. Enfin, oui, c'est une question qui paraît simple, mais si tu veux, il y a plusieurs choses. On ne va pas. Alors, pour répondre le plus simplement, comment dirais-je? Oui, pourquoi un tableau où une personne seule est représentée n'est pas forcément conseillé dans ce cas-là? Tout simplement parce que cela induit une personne seule dans sa vie. Il n'y a pas de notion de couple. En feng shui, pour raisonner en feng shui pur, on va plutôt dire à la personne, si votre problématique est le célibat, ne vous représentez pas seul ou ne mettez pas une personne seule représentée dans ce tableau. Mettez-y plutôt un homme, une femme, ou si ce sont des personnes, si c'est une personne homosexuelle, mettez deux femmes ou deux hommes. Voilà, on va induire cette notion de couple. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur la symbolique, sur ce que génère cette image. J'ai eu un cas très intéressant. Une dame dans le sud de la France qui pareil, avait un gros problème de célibat. Elle n'arrivait pas à retrouver un compagnon. Elle avait fait intervenir des personnes en géobiologie, en feng shui, et 1 an et demi après, la problématique n'était toujours pas résolue. Alors que quand tu interviens en feng shui, parce que tu changes la circulation des énergies, tu induis donc automatiquement un changement. Et ce changement doit être relativement rapide. Dans les 3 semaines, 1 mois qui suivent, tu dois déjà sentir des changements dans ta vie. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, pour revenir à cette dame, je rentre chez elle, qu'est-ce qu'on remarque? Un grand tableau carré. Alors, la forme aussi du tableau a une importance. Et là, je remarque un grand tableau carré qui représentait un cavalier, donc un homme, oui. Sur un cheval. Le cheval et le cavalier étaient quasiment effacés. Si tu veux, on voyait juste... ça induisait la forme du cavalier. Alors, on voyait que c'était un cavalier sur son cheval, mais... C'était une image très noire et les contours n'étaient vraiment pas parfaits. Et de par le sens qui était le tableau était posé dans le mur de son salon et le cavalier se dirigeait, si tu veux, dans le couloir qui desservait toutes les chambres de la maison. Et ce couloir, en fait, était un cul-de-sac. Et j'ai dit à cette personne, mais votre problématique, c'est que vous ne trouvez pas de compagnon, mais la seule chose qui représente l'homme chez vous, c'est un cavalier que vous amenez directement dans un cul-de-sac, dans un long couloir sombre. Je dis, comment voulez-vous que ça circule et que cette énergie masculine circule dans votre maison? Je lui ai donc simplement fait intervertir 2 tableaux. Donc celui-ci avec un autre tableau. Et donc, le cheval, le cavalier se dirigeait dans la maison. On incluait dans le sens énergétique et dans l'énergie de la maison cette énergie masculine. Et je crois que c'est 1 mois et demi ou 2 mois après, elle a rencontré l'homme avec lequel elle s'est mis, je crois 3 ou 4 mois après l'avoir rencontré, elle s'est mise avec lui, quoi. Hein, et depuis, c'est du pur bonheur. Donc, pour répondre à cette dame... Voilà, si sa problématique est le célibat, j'aurais tendance à lui dire qu'elle privilégie un tableau représentant un couple, et j'irais même à ce moment-là, pour peaufiner, qu'elle le mette dans le secteur sud-ouest de sa maison ou de son appartement, parce que le secteur sud-ouest est le secteur qui touche à tout ce qui est les relations dans le couple. Et ça peut être une image avec un couple, mais ça peut être par exemple deux choses identiques, tu vois, 2 objets identiques, 2 flûtes à champagne, 2 pots identiques, 2 bougeoirs identiques, tout ce qui inclut la notion de couple. Du couple, tout à fait. Oui. Donc le secteur sud-ouest. Alors autre chose, pour aller plus loin, si cette dame est dans cette volonté de rencontrer un compagnon parce qu'elle est dans un désir d'enfant, d'accord ? On va aller donc non seulement en feng shui travailler le sud-ouest pour travailler cette relation
le couple, mais on va également travailler le secteur ouest, qui est le secteur des enfants, des projets, de la créativité. Auquel cas, si sa volonté est d'avoir un enfant assez rapidement, eh bien, on peut aller favoriser et appeler l'existence de ces enfants-là en mettant, par exemple, des photos, une photo de famille ou une photo d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, c'est ça le feng shui. Ok, alors on va prendre une dernière question, ce sera celle de Kata pour en ce qui concerne le feng shui. Après, on va attaquer un petit peu la géobiologie. Oui. Alors, sa question est, peut-on se référer aux bonnes vibrations pour les endroits privilégiés des animaux? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est plus... je dirais que ça rejoint plus la géobiologie. L'idéal dans une maison, ce serait de vivre avec un chien et un chat. Pourquoi? Parce que le chat, de par son identité vibratoire, va préférer se mettre sur un nœud géopathogène qui va vibrer aux alentours des 4000-4500 unités bovis. Un chien, lui, c'est le contraire. Le chien, lui, il va préférer se mettre dans des zones neutres. Donc, l'idéal, c'est effectivement de vivre avec l'un et l'autre, parce que le chat va toujours se coucher au même endroit et éviter éventuellement, s'il a toujours sa même place sur le canapé, c'est qu'il y a vraisemblablement un Curie ou un Hartmann, dont on va parler tout à l'heure. Et donc, il se met là. Alors, ça peut être soit par sacrifice, ça dépend de la problématique qu'il peut y avoir au niveau de la famille ou des habitants, soit tout simplement parce que lui, il y est bien. De par sa constitution et ce qu'il y a dans son poil, il ne ressent pas la même nocivité que nous. Là où nous, on va être mal, lui, il va être bien. Le chien, lui, il va se coucher systématiquement sur une zone neutre. Les nomades, pour ça, étaient extraordinaires. Ils avaient, les anciens, de toute façon, tout a été écrit, et les anciens, pour ça, étaient fabuleux. Les nomades étaient toujours accompagnés de chiens. Pourquoi? Parce que quand ils souhaitaient poser leur camp quelque part, ils lâchaient les chiens, ils les observaient, et une fois que les chiens avaient trouvé leur place, ils étaient souvent attroupés par 3-4 chiens, ils savaient que c'était une zone neutre. Auquel cas, ils viraient les chiens, ils plantaient leur tente, et ils savaient que là, qu'ils n'auraient pas de soucis. Quand tu observes les animaux dans un pré, c'est pareil. Tu vas t'apercevoir que les moutons, les vaches, etc., à un moment donné, ils vont se poser toujours sur les mêmes zones, qui sont des zones favorables pour eux. Donc oui, l'observation, le feng shui, la géobiologie, c'est ça. Les deux, c'est ça. C'est pas seulement sortir ses baguettes, son pendule et dire « Ah, ben là, c'est pas bien, vous êtes sur du nocif. » Non, c'est regarder, observer, voir ce qui se passe, sentir cette énergie. Voilà, et selon les vents, etc., alors voilà, on saura si c'est plus ou moins favorable, mais c'est de l'observation tout ça. Donc vivre avec des animaux, c'est du bonheur. Et pour ça, on devrait déjà les remercier, rien que pour ça. Voilà, alors on va passer... Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je pense. D'accord. Voilà, on passe à la géobiologie avec une question de Paola. Alors, les lampes de sel ou des brumisateurs à huile essentielle sont-ils bons? Car les lampes de sel captent les ondes, ordi, télé, etc. etc. Ouais, bon. Il n'y a pas beaucoup de... En fait, les lampes à sel ne captent pas... Enfin, il n'y a pas autant de rayonnement que ça. Hein. Ah, alors écoute, moi, quand je vais faire une expertise en géobiologie non naturelle, donc je vérifie tout ce qui est prise, donc circuit électrique, hein, déjà m'assurer qu'il y a la prise à la terre, que les phases neutres et compagnie ne sont pas inversées. Tout appareil branché rayonne, toute prise rayonne. Sauf si l'habitant a pris la précaution de mettre des gaines donc dans lesquelles passent les fils électriques qui soient blindés. Dernièrement, j'ai encore fait une nouvelle maison. C'était une aberration, le rayonnement électrique.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un appareil comme on peut avoir en tant que professionnel, enfin même un particulier peut se l'acheter, hein, je crois que c'est environ des 100 €, et il vérifie tout appareil branché sur une prise rayonne. Après, il rayonne plus ou moins selon si la phase effectivement a été inversée ou pas. Donc, je dirais que de prime abord, que ce soit avoir une lampe à sel sur sa table de chevet comme un radio-réveil électrique sur sa table de chevet sont d'emblée des aberrations. Après, on peut les mettre dans un coin un petit peu plus isolé, à plusieurs mètres de soi, auquel cas, là, le risque est beaucoup moins important. Enfin, j'entends le risque électrique. Après, qu'elles prennent... Moi, j'ai testé, j'ai sincèrement... alors, tu vas me dire que je suis casse-pompon, mais j'en reviens à la polarité. Si la lampe à sel a été fabriquée correctement, on va dire que dans la circulation des énergies subtiles, elle remplit son rôle. Mais si elle a été construite et posée sur son socle en bois, par exemple, inversé, eh bien non. Là, au lieu de prendre... ou de transformer, elle va émettre du négatif, elle va se saturer, elle va émettre. Donc, on en revient encore à cette histoire de polarité. Et dans le cas des lampes à sel, à l'électricité. Donc, à la pollution non naturelle. D'accord. Donc, il faut tester. Encore une fois, il y a le principe et il y a la pratique. Et donc, Kata te remercie pour la réponse et elle te dit qu'elle vient de remercier son chat. Ah, super. Voilà. Elle lui fera une grosse caresse de ma part. Ben oui, mais souvent les chats, ils prennent même nos maladies, hein, ils prennent. Hein. Oui, tout à fait. Les chats sont guérisseurs à plusieurs points de vue. Ils sont fabuleux. Ce sont des animaux extraordinaires. Moi, j'ai une grand-mère qui a été handicapée extrêmement tôt et qui avait de gros problèmes au niveau des membres inférieurs. T'étais assuré que donc elle passait sa journée assise. Sa chatte ne la quittait pas. Elle était tout le temps assise sur ses jambes, sur ses genoux. Et dès qu'elle s'allongeait, soit elle se collait sur ses membres inférieurs, soit elle montait dessus. Et elle prenait cette chatte, elle prenait tout, quoi. C'était impressionnant. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Donc oui, faut pas sous-estimer ces présences. C'est à tout point de vue. C'est marrant parce que tout à l'heure, en préparant l'émission, on avait parlé de la mémoire des murs et justement, il y a une question qui nous vient de Marina. Pour le commun des mortels, comment dégager un minimum notre nouveau logement en sachant qu'il y a une mémoire des murs, etc. Alors, déjà, je n'aime pas les termes comme dégager, nettoyer. Je trouve ça inapproprié. Il faut être dans le respect de ce qui est. Ça, je me bats tout le temps pendant mes stages. On ne dégage pas, on ne nettoie pas, on accompagne. Après, tout dépend de la mémoire. Si on est face à une maison à cancer ou une maison à violence ou qui induit la violence, il peut y avoir effectivement, c'est que là il y a une mémoire qui est quand même assez lourde. Auquel cas, alors là il y a plusieurs positions. Soit on est croyant, soit on ne l'est pas. Si on est croyant, la première chose qu'on peut aller faire, c'est prier ou faire dire une messe pour les âmes du purgatoire ou pour les anciens propriétaires, si la problématique touchait les anciens propriétaires de la maison, etc. Si on n'est pas croyant, on va passer par d'autres moyens. Alors, il y en a qui vont dire faire brûler de la sauge, par exemple. Oui. Alors, il faut faire très attention avec ça parce que moi, à mes débuts, je le savais pas. Une copine m'avait dit, parce que j'avais acheté une maison où il y avait une dame s'était pendue. Je l'ai su le jour où on m'a remis les clés de la maison. Donc, autant vous dire que je me suis écroulée à l'époque parce que j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Alors oui, il y avait une mémoire plutôt négative, mais la personne en elle-même, j'ai fait une enquête après, n'était pas négative en soi.
Et une amie qui était là-dedans m'avait dit, tu fais brûler de la sauge, mais elle me dit, attention, tu fais brûler de la sauge, tu pars de la gauche de ta maison, tu longes les murs, tu fais le haut, le bas, les coins, les machins, etc. Et elle me dit, fenêtre fermée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait brûler un maximum de sauge. Et donc il y avait un étage, donc j'ai commencé par le rez-de-chaussée, je suis montée, toujours côté gauche, je suis redescendue, je suis arrivée en bas, je l'ai appelé, je lui ai dit, ça y est, j'ai nettoyé la maison. Et on a commencé à parler. Et là, elle me dit, mais Catherine, tu n'es pas dans ton état normal. Et je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, tu parles pas comme d'habitude. Et je dis, ah bon? Mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors je lui explique, j'ai fait brûler de la sauge. Elle me dit, oui, mais est-ce que tu as ouvert tes fenêtres? Ben, je lui dis, non, tu m'as dit de les fermer. Elle me dit, oui, mais elle me dit, maintenant, il vaut mieux que tu sortes en courant parce que tu es en train de te shooter. Et en fait, je me suis complètement shootée. Alors, je sais pas si au niveau de la mémoire des murs, ça avait dégagé quelque chose, mais autant vous dire que moi, qui n'avais jamais touché à quoi que ce soit, ça a été très efficace. Et du coup, la mémoire était beaucoup plus légère. Donc, on peut utiliser la sauge, mais à cette condition-là, de rester attentif, c'est-à-dire faire les choses correctement, mais sortir du logis, laisser passer... je dirais 1 heure à 2 heures, et ensuite ouvrir toutes les fenêtres pour bien aérer. Sinon, ça fait tout drôle. Alors, il y a la sauge, il peut y avoir plein de choses. Après, tu peux mettre du sel, dans les coins de ta maison. Oui. Tu peux mettre des clous dans les coins, donc la pointe tournée vers l'extérieur pour repousser ce genre de choses. Mais chaque fois que tu actes quelque chose, que ce soit de l'encens, de la bougie ou autre, il faut bien penser que de par le fait que tu actes, tu y mets une intention. Et quand on est dans le subtil et toi dans le physique, on a quand même plus de poids à ce niveau-là. Donc, sauf quand on est face à une négativité extrême, mais là on tombe dans l'exorcisme. Mais dans ces cas-là, il suffit d'y mettre cette intention journalièrement. Une bougie est extraordinaire pour modifier l'ambiance d'une pièce. Si l'atmosphère est lourde, tu mets une bougie, mais tu ne mets pas ta bougie en hauteur. Il faut que tu la mettes dans le premier tiers. Entre le sol et le premier tiers, plutôt vers le bas que vers le haut. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mémoire, tout ce qui est énergie comme ça, ce sont des énergies denses qui sont donc plus lourdes que les énergies propres, on va dire. Donc, si tu veux dégager, améliorer l'atmosphère de ta maison, tu mets des bougies au sol, ou une grande bougie du genre neuvaine, ou une bougie dans un... comment ça s'appelle dans... Photophore. Pardon? Photophore. Oui, dans un photophore, voilà. Et tu vas voir, ça va, en demandant, le temps que cette bougie brûle, je demande à la personne ou à la mémoire de tout simplement de rejoindre cette lumière et de l'accompagner, de se consumer avec elle. Et il y a des moyens très doux. Quand on est dans l'intention, encore une fois, on ne dégage pas, on ne nettoie pas. Il faut pas être violent. Il faut être dans le respect. Chaque chose qui est à sa raison d'être. Donc, dès l'instant où tu es dans ce respect-là, dis-toi que ça va dans les deux sens. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait. Impeccable. Bien. D'ailleurs, on n'a pas parlé des réseaux Hartmann, hein, parce qu'on est quand même de la géobiologie. Parce que je pense que c'est même si on le fait rapidement, c'est quand même important d'en parler, j'imagine. Ah oui. Alors, les réseaux Hartmann. Les réseaux Hartmann, déjà, ils portent le nom du docteur Hartmann, qui a décelé, qui, suite à ses recherches, a découvert qu'il y avait des nœuds qui étaient pathogènes et que ces nœuds étaient comme une sorte de souffle énergétique qui pouvait être extrêmement nocif. Donc, c'est grâce à ce monsieur, il a été mis en point ce qu'on appelle une grille, la grille d'Hartmann ou la grille H, qui en fait représente le réseau planétaire d'énergie dense et subtile qui sortent du sol, et ce sur toute la planète.
Donc la grille Hartmann ou le réseau Hartmann, en fait, est formé de murs verticaux d'énergie qui sont larges à peu près d'une vingtaine de centimètres et d'une longueur de plusieurs kilomètres, hein, sans souci. Donc la planète entière en est recouverte, on baigne tous au quotidien dans le réseau Hartmann, on traverse tous des murs Hartmann, donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et ils forment des rectangles d'environ 2 mètres, 2 mètres 50 en fonction de la direction cardinale, puisque les réseaux Hartmann sont cardinaux. C'est-à-dire qu'on va les repérer en fonction des axes nord-sud, est-ouest, contrairement au réseau Curie qui lui sera semi-cardinal ou diagonal, donc à 45 degrés, et qui seront donc dans le sens nord-ouest, sud-est, nord-est, sud-ouest. Donc pour revenir au réseau Hartmann, donc ce qui est dangereux, ce sont les nœuds. Ce sont les nœuds. Les murs le sont moins, et entre ce rectangle-là de 2 mètres, 2 mètres 50, on a des zones neutres. Donc si tu découvres une personne qui dort sur un nœud Hartmann, il faut savoir que le réseau Hartmann, lui, va s'attaquer plutôt à tout ce qui est partie molle du corps. C'est-à-dire qu'on va, si on dort sur un nœud Hartmann qui est nocif, on va plutôt être dans des douleurs musculaires, des tendinites, voilà, ce genre de choses. Ça va toucher les organes directement. Si ton foie est sur un nœud Hartmann, c'est pas forcément parce que tu nous fais une cirrhose, parce que tu as trop bu. C'est peut-être que le réseau Hartmann à la verticale a agressé ton foie sans arrêt. Ça peut être le pancréas, l'estomac, etc. Donc c'est plutôt partie molle, tissu musculaire, organes de ce type-là. Contrairement au réseau Curie qui lui va s'attaquer plutôt aux parties denses, dures du corps, à savoir les os. Et créer des pathologies du genre arthrose, arthrite ou artérite, etc., des tendinites, des choses comme ça. Alors imagine si tu dors sur un nœud étoile. Alors un nœud étoile ou un point étoile, c'est à la fois un nœud Curie et un nœud Hartmann, puisque l'un est cardinal et l'autre diagonal. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un nœud étoile. Donc ça, on les repère avec des vibrations relativement basses, où on peut les repérer en rouge électrique ou en violet électrique avec le pendule équatorial, et quand c'est vraiment très nocif, en vert électrique négatif ou noir électrique. La différence entre le réseau Hartmann et le réseau Curie, c'est que contrairement au réseau Curie, le réseau Hartmann, lui, va être porteur du psychisme humain. C'est très important. Tu as, alors tout à l'heure, on parlait des maisons à violence ou à mémoire ou à cancer, etc. Si ta maison est située, par exemple, on va dire à l'ouest d'un hôpital, même si l'hôpital se retrouve à plusieurs kilomètres, hein, comme je l'ai expliqué, le réseau Hartmann, tu as les bandes, elles font plusieurs dizaines de kilomètres. Hein. Imagine que tu es un réseau Hartmann, une ligne Hartmann qui passe sous l'hôpital, et puis plusieurs kilomètres plus loin, cette même ligne Hartmann, elle passe sous ta chambre. Tu emménages dans cette maison, et puis au bout de quelques mois, tu te reconnais plus, tu deviens hypocondriaque, tu as des douleurs partout, tu as un psychisme qui ne te ressemble pas, tu es toujours en train de te plaindre, de dire que tu as mal à ci, à là, etc. Eh bien, c'est en fait tout simplement le réseau Hartmann porteur de ce psychisme-là. Alors pour peu qu'il y ait de l'eau derrière avec la mémoire, enfin dessus, avec la mémoire de l'eau, etc., qui accroît le phénomène, ça explique des changements, par exemple des dépressions, un changement de psychisme de l'habitant. Chose que l'on ne retrouve pas, par exemple, sur le Curie. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parle de géobiologie et qu'on a parlé de Feng Shui, en géobiologie, on va rencontrer, par exemple, les cheminées cosmotelluriques. Les cheminées cosmotelluriques, comme son nom l'indique, est un échange entre le ciel et la terre, hein, cosmos-tellurique, hein, cosmotellurique, voilà. Alors il y en a qui sont positives, certains disent qu'il y en a qui sont positives, d'autres négatives. Et ces cheminées ont des bras énergétiques
qui sont très agressifs, que la cheminée soit positive ou négative. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais le parallèle entre la géobiologie et le feng shui, tu t'aperçois que en fonction du nombre de bras dont est porteuse la cheminée cosmotellurique, tu vas pouvoir identifier via ce nombre de bras la problématique en feng shui. D'où la complémentarité de ces deux sciences. Quand tu maîtrises les deux, mais c'est un bonheur absolu. Parce que tu peux arriver au même résultat par des chemins différents. Donc tu peux solutionner le problème par des interventions énergétiques, hein, tout en étant toujours dans le respect de ce qui est. Voilà, donc c'est fabuleux. Maintenant qu'on a parlé de géobiologie, de feng shui et de radiesthésie, est-ce que tu peux nous donner une définition globale donc de la domothérapie? Eh bien, domothérapie, ça vient de domo, hein, la maison, et thérapie, donc la thérapie de la maison. Maintenant, comme on l'a vu, que ce soit la géobiologie ou le feng shui, ça s'applique aussi bien à la maison que à l'entreprise, au commerce, au bureau. Il y a le feng shui de la maison, mais il y a le feng shui du jardin, par exemple. Tout comme en géobiologie, tu vas pas seulement repérer les réseaux dans la maison, tu vas également te servir de l'extérieur, de l'environnement. Maintenant, ce sont des termes, je te dirais, qui sont très globaux et puisqu'on est dans la géobiologie, je fais part, et je l'ai mis sur mon site, hein, de mon positionnement quant à la définition même de la géobiologie. On va te dire que la géobiologie, on est dans l'étude de la Terre. Moi, personnellement, je préfère les termes de topopathologie parce que c'est tiré du mot grec topos, le lieu, l'emplacement, et de pathos, qui veut dire souffrance, maladie. Donc dans la topopathologie, on est vraiment dans l'étude de la souffrance et de la maladie d'un lieu ou d'un emplacement. Donc ça, c'est mon point de vue. La géobiologie, je trouve que c'est un terme beaucoup trop global parce qu'il ne se réfère qu'à la Terre. Donc je trouve que c'est un terme très limitatif. Ou alors, si on doit parler tu vois, plutôt que d'utiliser géobiologie, je dirais géopathologie, parce que dans géobiologie, on est dans les pathologies de la Terre, alors que dans la géo et donc de la personne, de la biologie de la personne, alors que dans la géopathologie, on est dans l'étude des pathologies qui sont générées par le sol. Donc voilà, c'est mon petit mon petit coup de gueule de ce soir. Voilà. Alors on va poser une toute dernière question. Ce sera de la part de. Oui, oui, pardon. Juste pour finir dans la domothérapie, oui. Pourquoi la domothérapie? Pourquoi avoir regroupé la géobiologie, le feng shui là-dedans? Parce que tu as bien compris que je ne fais pas que la géobiologie, que le feng shui. Je m'attache énormément aux émissions de forme qui sont générées par les objets, par les cadres, etc., qui ne sont pas anodins, et malheureusement, à côté de quoi beaucoup de gens qui se disent professionnels passent. Voilà. D'accord. Voilà. C'était ma parenthèse. D'accord. Donc, ma dernière question, enfin, ce sera celle de Kata. Alors, peut-on mettre des choses sous son lit pour se protéger et mieux dormir si on ne peut pas faire autrement? Genre du sel dans une gamelle, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Là, c'est très dangereux. Le sel se charge. Alors, ça, c'est comme l'histoire quand on se réfère aux anciens. Alors, il y a le sel, il y a l'huile, il y a... Ce sont entre guillemets, des remèdes qui peuvent être certainement à un moment donné très efficaces, mais qui sont efficaces qu'à très court terme. Il faut faire très, très, très attention à ce genre de choses. J'ai une anecdote en tête. Un monsieur qui avait fait la même chose que cette dame, mais au lieu de mettre la coupe remplie de sel sous son lit, il avait mis sous son canapé. Et il a adopté des petits chatons. Et sur les petits chatons, il y en a un qui s'est glissé sous le canapé et qui a été littéralement foudroyé au contact du sel, parce que c'était un endroit extrêmement chargé. D'accord. Donc, là aussi, j'ai un positionnement qui est un peu à part.
Dieu merci, je suis quelqu'un d'à part. Je dirais que la meilleure des protections, mais mes stagiaires connaissent bien mon laïus, la meilleure des protections, c'est de ne pas avoir besoin de protection. Maintenant, c'est-à-dire que vous avez un nœud géopathogène, comme vous l'avez deviné, je suis de ceux et de celles qui respectent ce qui est. Donc, plutôt que d'aller chercher à dévier le réseau, je vais tout simplement, en bonne intelligence avec la nature et dans le respect de ce qui est, simplement demander aux personnes de déplacer le lit de 20 ou de 30 centimètres, ce qui va, eux, les mettre dans des zones neutres, ce qui va empêcher de leur faire payer des soi-disant remèdes à plusieurs centaines d'euros, etc., parce que j'ai vu des aberrations là aussi. Donc voilà, donc la meilleure des protections, c'est de ne pas avoir besoin de protection. Maintenant, de ce que j'ai entendu dans la question, il y avait quand on ne peut pas faire autrement. Donc a priori, c'est une dame qui a un passé et qui a dû avoir affaire à plusieurs personnes. Donc éventuellement, cette dame, si elle a des questions plus précises, elle peut me contacter en MP. Je peux être amenée à me déplacer. Auquel cas, on s'arrange avec la personne. Il faut que ce soit juste pour elle et juste pour moi. Donc, dans des cas comme ça, on peut demander, je peux demander des indemnités kilométriques. Et sachant que, comme j'aime bien savoir ce à quoi je peux être confrontée, je demande, si c'est pour la géobiologie, par exemple, je fais une préétude sur plan. Je demande des photos de la personne, de la tête aux pieds, de face, de profil. Voilà, éventuellement les références cadastrales du lieu, parce que je vais voir aussi l'environnement via Internet avant de me déplacer. Je fais tous mes repères, enfin des premiers repères pour identifier les problématiques déjà à distance sur plan, et ensuite, si ça le justifie, je me déplace. Si la personne est capable de suivre mes directives à distance, ça lui économise du temps, de l'argent, de l'énergie et à moi aussi, et tout le monde est content au final. Pour les soins à la personne, c'est différent. Je travaille beaucoup à distance par Skype ou par téléphone. Je travaille avec le Canada, la Belgique, la Suisse, l'Espagne. Il n'y a pas de frontières dans les dom-toms. Je travaille avec la Réunion. Comme je travaille sur recommandation, voilà, les gens de la Réunion m'envoient d'autres gens de la Réunion. Donc, en distance, aux soins à la personne, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas cette histoire de déplacement. Voilà. As-tu un petit site internet? Ah, c'est pas un petit site, faut pas minimiser. As-tu un grand site internet? Alors oui, c'est www.harmonie, donc HARMONIE, vital, VITALE.fr. Voilà, et qu'est-ce qu'on y trouve dans ton site? Pardon? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ton site? Dans mon site, on y trouve plein de choses intéressantes. Je passe sur mon historique, ce qui m'a amené à faire tout ça, puisque c'est la vie qui m'a forcé, parce que je suis un peu du genre têtu. Mais on va y trouver des liens fort intéressants, des ouvrages. On parlait tout à l'heure de radiesthésistes comme de Bélizal, Morel, Emel. Donc les personnes trouveront dans mon site les liens internet pour accéder directement au bouquin imprimable sous forme PDF. J'ai classé aussi par thème, j'ai classé par auteur. Ils vont y trouver des témoignages sur les soins à la personne, sur les formations, puisque je suis également formatrice. Voilà, j'ai mis un petit thème de conférence qui englobe tout pour ceux et celles qui voudraient que je fasse des petites conférences dans le cadre d'associations ou entre personnes, entre particuliers. Il n'y a pas de souci, ça me gêne pas. Et ils vont trouver, mes prestations, les différents domaines dans lesquels j'interviens. Et ma méthode, la MCL que j'ai créée, alors ça s'appelle la MCL faute d'imagination, donc MCL pour méthode Catherine Lejeune, c'est vachement original. Désolée. Hein. Et voilà, méthode qui par contre je me refuse encore à enseigner, car sur tous les stagiaires que j'ai eus, tu vois, je n'ai eu sincèrement que 2 personnes qui seraient à même de pouvoir l'appliquer, parce que déontologiquement, il y a une certaine déontologie, un certain état d'esprit à avoir. Hein.
Donc si ces personnes m'écoutent, elles se reconnaîtront. Mais même elles, tu vois, encore aujourd'hui, je suis pas prête à enseigner cette méthode parce qu'elle consiste à pouvoir remettre en place des os à distance, des organes, les remettre en place également, les soigner. Donc c'est une méthode que j'ai malheureusement découverte ou mise au point au travers de ma propre expérience de souffrance corporelle suite à divers accidents qui m'ont amené à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc ton site c'est harmonie-vital.fr. C'est ça. Alors ta page Facebook c'est Catherine... j'ai les deux. J'ai Catherine Lejeune, ma page voilà, où il y a un petit peu de tout, et puis ma page professionnelle, enfin la page que l'on trouve en lien dans mon site internet, hein, la page Harmonie Vitale sur Facebook. Voilà, d'accord. Voilà, donc les gens ont mon téléphone, ont différentes adresses mail, que ce soit via la page Facebook ou via mon site, hein, ils peuvent me contacter directement. Voilà, sachant que je fais tout ce qui est conférences et formations sur mesure et sur demande. J'interviens ponctuellement et j'essaie toujours de faire du sur mesure pour répondre au mieux aux desiderata de chacun. Voilà. D'accord. Merci à Pascal, elle a mis les liens là dans le chat pour tout le monde. J'ai oublié, je suis aussi maître Reiki enseignant, je le dis parce que dernièrement j'ai eu des demandes d'initiation en Reiki 1 et Reiki 2, donc ce sont des formations que je vais bientôt mettre en ligne. Je vais te remercier Catherine d'être venue nous voir. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et pourquoi ne pas parler du Reiki une prochaine fois? Ah mais je peux te parler de ce que tu veux. Voilà. Non, parce que je vois que tu parles très bien en fait et tu es très, tu es quelqu'un qu'on comprend très bien. Ah mais voilà. J'espère que mon passé de formatrice me sert un petit peu et de conférencière aussi. Voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée. De même, et merci aux auditeurs et aux auditrices, merci à toi et puis écoute, pourquoi pas une autre émission sur d'autres sujets ou des sujets complémentaires à celui-ci. Tout à fait. Oui, parce qu'on a quand même fait un survol. Oui, mais ceci dit, c'était super sympa et très instructif. Voilà. Je te fais des gros bisous, Catherine. Moi aussi, je vous embrasse. Portez-vous bien tous. Voilà. Et bonne soirée à toutes et tous. Bon week-end. Salut. Bon week-end, salut.